Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les épisodes du podcast sur le site parolehistoire.fr, également sur la chaîne YouTube du podcast. L'histoire n'appartient pas aux historiens. C'est une formule qu'on connaît depuis longtemps, on la trouve notamment sous la plume d'Antoine Pro dans ses 12 leçons pour l'histoire. Mais cette formule, l'histoire n'appartient pas aux historiens ou qu'aux historiens, qu'est-ce que ça veut dire de la prendre au sérieux ? Eh bien, c'est ce qui a été discuté en partie dans le colloque tenu il y a quelques jours au campus Condorcet par l'Institut d'Histoire du temps présent avec le soutien de l'Institut universitaire de France, un colloque intitulé « Historiens et historiennes amateurs et professionnels, travailler ensemble ». Et j'ai le plaisir d'être avec l'une de ses organisatrices, Pauline Peretz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Paris 8. On avait discuté ensemble de votre livre dans le podcast, votre livre sur les soldats noirs américains dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc merci de venir restituer ces discussions, d'autant que moi, j'ai pas pu assister à ce colloque, mais en voyant le programme, je me suis dit que c'était vraiment intéressant. D'autant qu'il y a quelques temps, on avait fait une série d'émissions que j'avais intitulées « Faire de l'histoire autrement ». On avait un peu questionné ces frontières et constaté le fait qu'il y a plein de gens qui font de l'histoire sur des modes non académiques. Alors, moi, c'était plutôt sur le versant vulgarisation, diffusion de l'histoire publique, mais là, vous avez questionné cette coupure, qui est ancienne, on y reviendra, entre amateurs et professionnels. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser ces discussions ? Depuis quelques années, sur tous les terrains sur lesquels je m'engage en recherche, je rencontre des gens qui ne sont pas historiens professionnels ou historiens institutionnels et qui sont des ressources absolument incroyables. Je découvre des gens qui ont des connaissances des sources, des connaissances des archives, des connaissances de contact aussi, que je n'avais absolument pas soupçonnées et qui sont d'un talent et d'une érudition supérieure aux nôtres, nous les historiens en poste, les historiens de l'université. Donc ça m'a donné vraiment matière à réflexion et ça a approfondi en fait de manière pratique une réflexion que j'avais depuis l'histoire africaine-américaine, qui est l'histoire que je pratique et que j'écris depuis un certain nombre d'années. Histoire qui a d'abord été complètement prise en charge par les amateurs. Et ça, c'était un point pour moi important de départ dans la conférence. C'est comprendre pourquoi certaines histoires ont été historiquement délaissées, abandonnées par l'institution et donc laissées à des personnes qui ont cette passion de l'histoire et qui pensent qu'il est important pour eux-mêmes et pour leur groupe de raconter ce qui n'est pas raconté dans l'institution. Alors évidemment, aux États-Unis, l'histoire africaine-américaine, elle arrive très tardivement à l'université et pourtant les esclaves affranchis comprennent très vite que c'est un enjeu d'existence nationale et un enjeu aussi pour faire reconnaître leur contribution à l'indépendance, à l'édification de la nation. Et donc c'est ce qu'a très bien montré la contribution de Marie-Jeanne Rossignol, une des premières contributions du colloque, que cette histoire elle est entièrement écrite par des personnes qui sont non seulement hors d'université, qui n'existent pas vraiment encore, mais qui ont été alphabétisés très tardivement, qui sont des autodidactes et qui très tôt comprennent la nécessité de documenter, rassembler des documents, écrire pour que eux-mêmes prennent en charge une histoire qui n'est pas racontée. Et donc, en tant qu'historienne dans ce champ, je voulais rendre hommage à travers l'intervention de Marie-Jeanne Rossignol à ses premiers historiennes aussi, de l'histoire africaine-américaine et de manière générale parler de toutes ces histoires invisibilisées par l'institution jusqu'à des dates très très récentes pour bien nous faire comprendre, nous autres historiens de l'université, que l'histoire existe sans nous. Est-ce que c'est quelque chose qui a reçu un écho favorable parmi vos collègues ? Évidemment, il y a beaucoup de professionnels qui sont venus parler dans ce colloque. Donc, est-ce que vous avez senti qu'au-delà de votre propre contact avec ces enjeux, ça a rencontré un écho plus large ? Oui, j'ai senti un intérêt très fort. Je suis évidemment allée chercher des collègues qui avaient déjà réfléchi à ces questions-là, qui n'en faisaient pas nécessairement un point de réflexion épistémologique dans leur pratique, dans leur écriture, mais qui étaient intéressés par cette réflexion. Je pense que ce qui les a tentés aussi de participer à l'aventure, à la discussion collective, c'était l'idée de rassembler des champs très différents. Et pour aussi se rencontrer par-delà des ruptures de période, on était beaucoup des contemporanéistes quand même, mais ou aussi des champs différents, et de voir que dans ces champs différents, on se posait les mêmes questions, on n'y répondait pas de la même manière,
faire nécessairement, parce que les habitudes de travail n'étaient pas les mêmes. Notamment, on a comparé beaucoup le terrain brésilien avec le terrain états-unien, le terrain français. Ça a donné matière à des discussions vraiment intéressantes sur comment on travaille avec ce qui est hors de l'institution universitaire dans ces différents champs. Mais le grand enjeu, c'était vraiment de faire venir des non-historiens professionnels. Oui, parce que si on n'est que entre pros pour parler des amateurs comme objet, comme l'entomologiste avec un insecte sous sa loupe, évidemment, ça dénature. Enfin, c'est pas du tout le sens du projet. Ouais. Alors ça a été plus difficile grâce aux archives départementales du 93 où se trouve le campus Condorcet et l'université Paris 8. On a pris contact en fait avec un certain nombre d'associations d'histoire sur notre territoire et on a voulu, on leur a proposé de venir, mais il y a eu quand même beaucoup de réticence, d'intimidation, de timidité, à venir. Est-ce qu'on a notre place dans cette conférence? Et ils ne se sont pas nécessairement reconnus dans le terme d'historien amateur. Donc ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté pendant le colloque. On a réussi à avancer dans cette discussion et se dire que finalement, ce terme qui peut être entendu comme infériorisant ou péjoratif, évidemment ne l'est pas, mais que c'est un terme qui restitue mal en fait l'échantillon, l'éventail de toutes les postures et de toutes les positions en fait des personnes qui ne pratiquent pas l'histoire de manière professionnelle ou finalement qui ne pratiquent pas l'histoire depuis l'université. Donc ça a été une difficulté d'inviter les associations. Enfin, il y en avait une qui est Saint-Denis Notre Histoire qui avait directement approché le département d'histoire depuis un moment à Saint-Denis parce que cette association veut travailler avec les collègues du département pour lancer des projets, confier des sujets à nos étudiants de master. Donc là, c'était plus facile. Et puis, pour moi, il y avait un enjeu de reconnaissance des personnes que j'avais rencontrées sur mon terrain aux États-Unis, qui était d'inviter, en fait, un couple ou un duo historien généalogiste, amatrice, que j'avais rencontré autour d'un ancien cimetière noir sur lequel je travaille à Richmond. Et pour moi, c'était très important qu'ils aient leur place et qu'ils parlent en fait de la relation d'égalité qu'ils ont réussi à construire. Alors on va revenir sur cet exemple sur lequel vous avez travaillé directement qui est hyper intéressant. Peut-être avant ça, est-ce qu'on peut restituer dans un temps plus long la généalogie de la coupure amateur-professionnel? Parce que finalement, ça a aussi sa propre histoire. Alors pour en dire un mot, je voudrais lire un très bref passage. C'est dans la Revue historique. La Revue historique, donc c'est la grande revue d'histoire méthodique française née à la fin du 19e siècle, en 1876. Et dans le tome 3 de la Revue historique, il y a un compte-rendu, alors je le cite parfois en cours d'historiographie, un compte-rendu sur un livre d'histoire romaine d'un monsieur qui s'appelait Lucien Double, l'empereur Claude. Et le compte-rendu fait par un historien professionnel dans la Revue historique, donc dans l'organe qui affirme l'éthos professionnel de ces historiens, ça commence par les mots suivants. « Les amateurs sont bien imprudents lorsque, sans préparation suffisante, ils se mêlent d'écrire l'histoire. Le livre de M. Double en est la preuve. » Et tout le compte-rendu, ensuite, est une descente en flammes du livre en disant, il n'y a pas les critères de scientificité. Donc là, par ce texte, on touche du doigt quelque chose qui a été un geste de séparation fondamental fait à la fin du 19e par les gens qui devenaient des professionnels, qui consistait à dire, ce qu'on fait, c'est de la science, et du coup, on va rejeter en bloc tout le reste. Oui, c'est ce geste fondateur, comme vous l'avez dit, de séparation avec toutes les pratiques qui s'assumaient comme amateurs juste avant et qui ont duré tout le 19e siècle. Et qui durent encore par certains côtés transformés. Ouais, transformé avec une reformulation du titre et des pratiques. Et donc, il était très intéressant d'entendre la conférence inaugurale de Nathalie Richard au début, qui nous a parlé en fait de tout le travail qu'elle a fait dans le cadre de l'ANR amateur, de définition des pratiques amatrices. Alors peut-être dis-nous ce que c'est l'ANR amateur, parce que tout le monde n'est pas du métier. L'ANR, ça veut dire que c'est un projet collectif qui a été financé. Donc, sur quoi ils ont travaillé ? C'est un projet, je crois, qui a duré de 2019 à 2024. Donc, un projet
projet qui est désormais clos et qui traitait des pratiques amatrices en, je crois, archéologie, astronomie, musique. Et donc, moi, j'ai demandé à une de ses porteuses, Nathalie Richard, d'essayer de transposer leur réflexion sur les pratiques historiques. Et ce qu'elle essayait de montrer, c'est comment, à ce moment-là, enfin, l'amateurisme se définit vraiment en contrepoint d'un professionnalisme qui n'existe pas encore. Et en histoire, l'amateurisme, tout le 19e siècle, c'est une pratique surtout de collectionneurs, de gens qui amassent des documents pour documenter des portions de vie quotidienne, des portions d'histoire familiale aussi. Hein. Ça, c'est un pan très important de l'histoire amateur au 19e, qui reste le cas aujourd'hui. Et puis, on voit, là, je fais un bond dans le 21e siècle maintenant, c'est l'investissement progressif des historiens professionnels dans cette histoire familiale qui vient reconfigurer les relations entre amateurs et pros autour de cette question de l'écriture familiale. Donc, le 19e, c'est un moment vraiment de positivisme, de recherche peut-être de la part des amateurs d'une forme d'objectivité, mais qui n'est pas reconnue par les historiens en chair, qui commencent tout juste à établir la méthode historique, à vouloir établir l'histoire comme une vraie science sociale, ayant ses propres techniques de critique des sources. Et qui cherche à se distinguer en fait de ce qu'elle considère comme le tout venant de l'historien localiste, provincialiste, collectionneur. Et du coup, ça veut dire que professionnel, il y a un double sens. Il y a à la fois un sens institutionnel, on peut dire c'est des gens payés pour faire de l'histoire, et puis il y a un sens intellectuel, c'est des gens qui ont été formés à des techniques professionnelles. Donc voilà, pour parler des amateurs, il faut aussi parler en symétrie de l'identité professionnelle. Est-ce qu'on peut dire que l'identité professionnelle, elle se constitue autour de ces deux pôles, et que finalement, c'est quoi un professionnel ? C'est quelqu'un qui est payé et qui dispose de techniques auxquelles il a été formé. Ouais, il ou elle a été formé. Ouais, qui est payé en France par l'État. Donc, on a parlé pendant le colloque de contrat social. L'enseignant à l'université, l'enseignant-chercheur est à la disposition du public. Il doit transmettre son savoir au plus grand nombre possible. Et il a aussi une obligation de considération de la parole des autres. Donc, on a beaucoup réfléchi aussi aux enjeux que représentait ce salariat de l'État et cette mission publique qui était la nôtre et qui est un peu oubliée. Alors, il y a une autre différence qui est revenue dans la discussion, ce qui est la façon dont on parle. Le type de discours qu'on tient, même le vocabulaire. Il y avait une des questions qui a été abordée, c'est l'intimidation que peut provoquer le discours de l'historien, de l'historienne. Et ça, c'est quelque chose dont on a quand même du mal à se défaire, même si on ne parle pas de la même manière à nos étudiants, à nos collègues chercheurs et aux personnes qu'on rencontre sur le terrain. Mais il y avait vraiment cette question de la langue qui fait barrière et qui m'a beaucoup intéressée aussi. Et c'était intéressant d'entendre que ceux qu'on avait invités et qui n'étaient pas du Cénacle nous disent ça. Alors autant le groupe professionnel, il a une identité relativement forte, même s'il peut y avoir des variantes, universitaires, CNRS, parfois conservateurs, archivistes, voilà, il y a différentes modalités, mais malgré tout, il y a un socle assez commun, à la fois fonctionnaire d'État en France, et puis formation universitaire avec diplôme, généralement doctorat, donc voilà, il y a des points très reconnaissables. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus varié du côté des amateurs, il y a rien qui finalement permettrait de cerner une identité. Du coup, dans les mots même, vous avez commencé à le dire, historien amateur, c'est pas un terme qui fait l'unanimité. On parle aussi souvent d'érudits et érudits locaux. Voilà, quelle serait la variété, la palette, on pourrait dire, de ces rapports non professionnels à l'histoire ? Oui, on a finalement employé beaucoup de termes pendant la conférence. Est-ce qu'on peut parler de personnes concernées qui vont raconter l'histoire de leur groupe ? Alors moi, j'ai parlé de l'histoire minoritaire des Africains-Américains en particulier, mais c'est la même chose sur les autres groupes ethno-raciaux, c'est la même chose sur les minorités de genre, donc des personnes concernées qui vont
se rendre compte que leur histoire n'est pas racontée et vont décider de la prendre en charge. Personnes concernées, c'est également des groupes politiques qui vont commencer eux-mêmes par raconter leur histoire. Ce sont des professions. On a reçu en fait des anciens de l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche qui ont décidé de raconter l'histoire de leur institution, mais aussi l'histoire de leurs patients. Donc, personnes concernées, mais aussi des personnes militantes. C'était le cas qui a été abordé notamment à propos du mouvement animaliste, qui était aussi une contribution très intéressante et mal connue. Quand personne ne raconte l'histoire d'un mouvement, ce sont les militants eux-mêmes qui y vont et qui prennent ça en charge. Et puis, il y a une figure vraiment très importante aussi, qui est peut-être la première figure de l'amateur, qui est le ou la généalogiste, qui est vraiment une passion qui a été longtemps partagée par des retraités, mais qui explose à l'heure actuelle grâce à tout Internet et toute la numérisation des actes d'état civil qui permettent à chacun finalement de se lancer dans la généalogie. Donc on a des figures très très variées en fait de cette pratique non professionnelle de l'histoire. Ce qui nous a surpris aussi, c'est de voir, ça c'est des choses que j'avais senties sur le terrain, mais en fait le temps que ces personnes étaient capables de dégager pour leur passion, sans compter, comme il nous arrive de le faire, cet investissement qui déborde en fait sur tous les autres aspects de leur vie. Donc l'histoire devient une passion très envahissante et dont qu'ils ne cherchent pas à valoriser de la même manière que nous. Le but n'est pas nécessairement d'écrire un livre ou même de publier quelque chose. Ça peut être d'aider les autres, ça peut être de se réunir autour d'une pratique de loisir, ça peut être de constituer un groupe. Donc des buts et des méthodes pour faire histoire qui sont très différentes de celles qui sont les nôtres. Il y a un paradoxe qui est assez frappant, moi je l'avais rencontré en travaillant sur la Grande Guerre notamment, c'est que par certains côtés, il y a des amateurs qui sont plus professionnels que les professionnels, en particulier en termes de temps. Parce qu'il ne faut pas imaginer que le professionnel, le ou la professionnelle de l'histoire, et à temps complet aux archives, c'est même l'inverse, puisque l'universitaire lambda, c'est plutôt des réunions, des cours de L1, des cours d'agrég ou de CAPES sur des programmes qui n'ont rien à voir avec ses recherches, toutes sortes de tâches administratives, des parutions, des collectifs, etc. Et puis si les choses vont bien, 1 ou 2 journées par semaine où on va aller au contact des sources. Et inversement, chez les amateurs, entre guillemets, il y a des gens qui sont immergés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans leur matériau, et qui du coup ont un rapport au document qui est parfois bien supérieur en termes d'investissement temporel, en termes, on pourrait dire de manière marxiste, d'accumulation primitive de capital documentaire. Et du coup, c'est assez vertigineux quand on y pense, de voir que les professionnels qui sont censés être payés pour travailler sur le passé, en fait, c'est qu'une fraction de leur activité. Oui, tout à fait. Et David Audibert a donné, qui est à la fois historien, docteur en histoire et généalogiste, il a créé une entreprise de généalogie à côté du Mans dans la Sarthe, nous rappelait ce chiffre de... alors, est-ce que ce sont des statistiques, je crois, aux archives nationales ou excusez-moi, ou je ne sais plus si c'est archives départementales. C'est les AD en général, c'est là qu'on compte dans les archives départementales. Okay. Donc, dans les AD de la Sarthe, c'est, je crois, 41% de généalogistes et 21% d'historiens professionnels. Donc, ce chiffre m'a vraiment frappé et donne à penser sur la connaissance que ces dits amateurs ont des fonds. Moi, j'ai eu une expérience de recherche et personnelle en même temps qui m'a beaucoup frappé l'an dernier. Une des enquêtes sur lesquelles je travaille en ce moment, c'est une enquête d'histoire familiale. Donc, je cherche à comprendre ce qui est arrivé à mon grand-père et sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, mon grand-père était juif roumain, médecin, et avec sa famille, il a dû se cacher dans le Vaucluse. Donc, j'ai commencé à fréquenter pas mal les AD du Vaucluse et j'avais entendu parler d'un homme de la Gestapo qui avait fait un chantage à la délation et dont le prénom était
Georges. Et donc, je me baladais dans le Vaucluse d'archiviste en archiviste en me disant, mais je cherche à trouver qui est ce Georges. Et en fait, le dossier judiciaire de ce Georges m'a été donné par un hôtelier de l'Île-sur-Sorgue. Un dossier entier scanné de ce Georges Francotte, qui est une des figures clés de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ces rencontres et ces remises de dossiers, ce sont des cadeaux énormes pour l'historienne, m'ont vraiment fait penser que finalement, la proximité quotidienne avec le terrain et avec les archives était un atout que nous n'avions pas, a fortiori lorsqu'on travaille sur des terrains qui sont lointains. Et là, je parle des États-Unis, pour moi, qui est mon terrain de prédilection et mon premier terrain. Mais je me suis rendu compte que le Vaucluse était quand même très loin aussi pour moi. Donc, beaucoup de relais, de personnes qui font des véritables cadeaux de leur temps, de leur butin de guerre, en quelque sorte. Des gens qui vont en archives, qui scannent, qui numérisent, qui ordonnent, alors ça, c'est quelque chose que David Audibert a beaucoup dit, qui travaille à l'indexation aussi des archives qui permettent ensuite à tout le monde, la plupart du temps, lorsque ces archives ne sont pas mises sur des sites privés, de faire des recherches qui sont considérablement accélérées. Et ce type de recherche n'était pas possible avant mise en ligne et avant indexation. Donc il nous a parlé d'espèces de défis collectifs ou d'élan collectif allez, on se réunit à je ne sais combien d'amateurs et on indexe de manière quasiment compulsive des centaines de milliers de documents. Et c'est notamment, si j'ai bien compris, ce qui s'est passé autour des dossiers de régiments d'infanterie de la Première Guerre mondiale, avec une contribution phénoménale des amateurs qui est ensuite mise à disposition de tous. Alors, on a eu un moment de discussion un peu délicat, mais qui était vraiment utile, où à un moment, les non-professionnels qui étaient là nous ont dit « Mais en fait, vous avez bien le sentiment que vous nous utilisez. On travaille pour vous. Vous nous rencontrez, on vous donne des informations, puis vous repartez, on n'existe plus. » Et donc ça c'était quand même un élément de réflexion, je pense, avec lequel tout le monde est parti. Donc comment finalement créditer les personnes qui nous ouvrent des terrains, qui nous donnent des archives, qui accélèrent considérablement leur travail et qui sont dans une position ambiguë de vouloir à la fois être remerciés et de vouloir rester dans l'ombre. Donc là, on a vraiment essayé dans la fin du colloque de réfléchir à la manière de rendre, de créditer ce travail au-delà du seul remerciement en fin d'ouvrage. Et on a eu une discussion assez amusante sur la fin avec Sébastien Roseau, qui nous a expliqué à quel point finalement les guides sur son terrain brésilien de la guerre des Canudos, qu'on ne connaissait pas du tout, avaient été des personnes clés pour lui livrer en fait les récits du passé dans le présent. Et à un moment, c'était la fin du colloque, il nous dit « Oui, mais alors ça, j'ai pas osé le dire parce que sinon, ça ne serait pas passé face à mes pairs. » Et donc, on l'a repris, on a essayé de comprendre pourquoi, rendre hommage à créditer des guides touristiques n'était pas quelque chose de possible dans un travail académique. Et pourquoi, finalement, ce récit, peut-être pas écrit, ne pouvait pas être sourcé de la même manière que un livre d'un collègue ou une archive. C'est intéressant cette question des guides parce que ça vient compliquer cette coupure que le titre donne l'impression de postuler. Évidemment, c'est plus compliqué amateur-professionnel parce qu'il y a finalement des situations intermédiaires. Si on prend des étudiantes en master ou même en doctorat, c'est pas tout à fait des professionnels encore et parfois ils vont le devenir et parfois au contraire ils vont d'une certaine manière faire fructifier leur expertise, par exemple dans un travail de guide conférencier ou dans d'autres formes locales, rémunérées ou pas, de rapport à l'histoire. Donc ça veut dire que, et puis évidemment il y a des gens qu'on pourrait qualifier d'amateurs, mais qui font des œuvres de professionnels. Le cas classique, c'est Jean-Luc Einaudi, qui, n'étant pas historien de métier, a fourni un travail, le premier sur la manifestation du 17 octobre 1961, avec les méthodes de l'historien, ce qui veut dire qu'au fond,
un des enjeux aussi, c'est que les méthodes historiques, peut-être à la différence de la physique nucléaire ou de la chirurgie cardiaque, c'est des choses qu'on peut s'approprier finalement de manière pas si compliquée. Voilà, citer des sources, citer des documents, c'est plus simple, je pense, que faire, je ne sais pas quelle opération ultra technique. Donc finalement, il y a des passages possibles entre les deux statuts. Oui, il y a des passages possibles entre les deux statuts et c'est le cas pour des historiennes débutants, les masterants, les doctorants, à ceci près que on est là à leur côté pour leur apprendre, pour accompagner leurs gestes, pour leur rappeler un certain nombre de méthodes et de précautions pendant 2 ans, 5 ans, enfin ça dépend. Mais ce dont on sait, qu'on a cherché à verbaliser de manière très, très explicite, c'est que beaucoup d'entre nous, qui sommes des professionnels, qui sommes en poste, on se retrouve en position d'amateur aussi assez fréquemment. Alors, on a ces méthodes qu'on a apprises à l'université, on a passé la grecque ou pas, etc. Mais on n'est pas nécessairement toute une vie sur un champ. Et c'est une question qu'on a beaucoup abordée avec Ambry Vol, qui est intervenue sur un nouveau terrain pour elle, qui est le bombardement des poches de Royan au moment de la Libération. Et Ambry Vol est quelqu'un qui a travaillé plutôt en histoire des idées et en histoire... Enfin, elle est spécialiste de l'œuvre de Howard Zinn. Et c'est notamment comme ça qu'elle est arrivée à ce nouveau terrain, puisque Howard Zinn était un des bombardiers de la poche de Royan. Tout en étant par ailleurs une figure très intéressante au croisement de l'amateur et du professionnel par bien des côtés. Mais bon, c'est peut-être encore une autre discussion. Non, parce que c'est par là qu'elle y est arrivée. Donc, à la fin des années 60, Howard Zinn écrit un essai qu'il veut historique et il se pose en historien pour écrire sur ce bombardement sur lequel il n'a en fait aucune source et dont il a été à la fois témoin et acteur. Mais il se pose en historien pour parler de ce bombardement qui a eu lieu 25 ans auparavant. Il est choqué par ce qui se passe au Vietnam et il cherche à établir un parallèle entre l'utilisation du napalm sur Royan et l'utilisation du napalm au Vietnam. Et ce texte, il est reçu en France comme une dénonciation très forte de ce bombardement par un historien en poste, alors qu'en fait, dans ce cas-là, il est lui-même amateur finalement, puisqu'il n'y a pas de source et c'est une histoire qui est écrite beaucoup avec les tripes. Et donc, il y a une forme de mise en abîme pour Ambry Vol, qui elle-même, à son tour, s'engouffre sur ce chemin d'étudier un sujet, un thème sur lequel Howard Zinn a lui-même écrit, et elle y entre en amatrice également, puisqu'elle n'est pas spécialiste de la France, qu'elle n'est pas du tout spécialiste d'histoire militaire et qu'elle arrive dans un champ où, outre Howard Zinn, il y a beaucoup d'historiens amateurs locaux. Et donc, il y a cette réflexion sur l'historien institutionnel, l'historien professionnel, il est lui-même ou elle-même également en position d'amateurisme de manière régulière. Et moi, c'est une position dans laquelle je me mets volontairement, je pense, assez régulièrement, de changer de sujet, changer de champ pour finalement reprendre à zéro, à la fois par passion, pour un nouveau sujet, mais aussi parce que je pense que c'est une posture d'humilité qui est importante. Donc on a aussi réfléchi à notre fragilité nous-mêmes, notre fragilité pour l'identification de sources qu'on ne connaît pas, l'identification des acteurs. Et puis, ça veut dire arriver sur un terrain où il y a des personnes qui ne sont pas au poste, qui connaissent beaucoup plus l'histoire qui nous intéresse que nous, qui peuvent nous prendre en défaut. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est quelque chose qui est revenu dans la discussion. C'est, il y a une espèce de défi quand même. C'est ces historiens-là qui sont en poste, quelquefois, on les coince, quoi. Oui, on nous coince, et c'est bien qu'on nous coince, et c'est bien qu'il y ait d'autres personnes pour en fait questionner nos gestes, questionner notre pratique. Et c'est vraiment deux retours du terrain qui ont été intéressants, beaucoup. Un de Hervé Guillemin qui lui, a travaillé donc beaucoup sur l'histoire plutôt institutionnelle et sociale de la psychiatrie dans la Sarthe, et puis qui s'est mis à faire ce qu'il appelle des consultations auprès de
personnes concernées, on va dire, pour reprendre le terme que j'ai mentionné tout à l'heure. Des personnes concernées, c'est des personnes qui ont envie de comprendre l'itinéraire psychiatrique de leur aïeul. Et ces personnes lui ont posé beaucoup de questions, notamment sur la capacité de résistance de leur aïeul à l'institution. Et donc, il est reparti en fait vers ses archives qu'il pensait avoir complètement moissonnées et épuisées. Il est reparti avec des nouvelles questions sur comment le patient négocie avec l'institution. Annélie Prudor, qui a travaillé sur les conflits mémoriels autour de la guerre d'Espagne, nous a dit qu'elle n'avait jamais eu des lecteurs aussi exigeants que les personnes militantes en fait de la mémoire qu'elle a rencontrées sur le terrain. Donc qui lisent son master d'abord, puis sa thèse, en annotant, en lui reposant des questions, en disant non mais là t'as dit ça, mais en fait je suis pas sûre que ce soit juste ou il y a une erreur. Donc on est l'idée, c'était vraiment de prendre conscience de la contribution de chacun au travail de l'autre. Il y a un lieu qui me semble extrêmement intéressant pour cette tension amateurisme-professionnalisme, c'est Internet et plus précisément Wikipédia. On avait reçu à ce micro Gaëtan Bonneau qui a fait toute une étude de comment son sujet de thèse, la jacquerie, a été mis en ligne et mis en texte par des amateurs sur Wikipédia. Et ce qui est très frappant, c'est que dans les meilleurs cas, il y a des cas où ça ne marche pas, mais globalement ça marche assez bien parce qu'en fait, les gens qui éditent Wikipédia, qui sont dans l'immense majorité des amateurs qui font ça sur leur temps libre, ont adopté des méthodes et des réflexes, et en particulier citer des sources. C'est le fondement de l'encyclopédie collaborative et qui fait qu'elle sera toujours infiniment supérieure à toutes les formes de génération de savoir, automatique, IA, etc. Parce que tout est sourcé. Alors parfois c'est mal sourcé, il faut corriger, il faut revenir, il faut dire attention là, la source que vous employez, il faut la contextualiser différemment, c'est pas la bonne, etc. Mais malgré tout, la démarche reflète une démarche qui est la démarche fondatrice de l'histoire dite professionnelle. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a des lieux dans lesquels cette rencontre, cette appropriation, elle tend à fonctionner, pas parfaitement, mais ça veut dire que voilà, c'est pas deux univers radicalement séparés, et du coup c'est un lieu où ça s'expérimente. Oui, tout à fait. Et je pense que pour nous, c'est à la fois important en tant que pédagogue de prendre conscience de l'utilité de ces ressources en ligne. Certains collègues font travailler en fait leurs étudiants et étudiantes à créer des notices biographiques, par exemple, de personnes invisibilisées. C'est notamment le cas beaucoup aux États-Unis pour des personnalités africaines-américaines. Enfin, je parle de ce que je connais le mieux, mais évidemment, dans beaucoup d'autres champs invisibilisés, c'est le cas. Ouais, moi, je vais redire ici un plaidoyer depuis longtemps qui consiste à dire tout projet de recherche, en particulier financé, l'ABEX, ANR, etc., qui ont maintenant des volets valorisation de la recherche, plutôt que de filer 50 000 € à une boîte de prod pour faire un podcast que personne n'écoutera ou un site web qui deviendra obsolète. Ce qui serait vraiment utile, c'est d'avoir un volet enrichissement de Wikipédia à partir du projet de recherche où on met des gens au travail pour dire voilà le savoir qu'on a constitué, voilà comment on peut le transposer pour améliorer l'encyclopédie collective. Pour moi, ce serait infiniment plus utile que une bonne partie des dites valorisations qu'on met dans le projet pour que ça passe et qui en fait souvent sont oubliables. Voilà, pardon pour cette parenthèse. Non, très, très utile. Je pense que ça nous oblige aussi dans la façon dont on écrit l'histoire d'être accessible, d'avoir une forme de narration et de mobilisation des sources qui peut être utilisée par des personnes qui ont envie de partager cette histoire avec le plus grand nombre. Ce qui a été fort pour moi dans ce colloque, c'est d'entendre en fait de la part de personnes qui sont sur le terrain ce besoin d'histoire, cette passion d'histoire que quelquefois on oublie un peu quand on est dans notre salle de cours, qu'on sent un peu d'immobilisme. Il y a des moments un peu poussifs quand même dans notre profession. Et donc sentir cette aspiration, ce goût de l'histoire, ce besoin aussi, c'est ce qu'a dit Anne Perrault de Saint-Denis, notre histoire, d'une communauté, c'était très très inspirant. Et puis aussi bien prendre conscience de l'utilité sociale de ce qu'on peut faire. Est-ce que pour terminer, on peut parler du cas que vous connaissez le mieux, sur lequel vous avez travaillé et restitué du coup durant ce colloque, qui est ce cas d'un cimetière africain-américain à Richmond, en Virginie. Et du coup, voilà, qu'est-ce
En quoi c'est un cas intéressant pour penser les rapports amateurs-professionnels autour d'un site particulier? Oui, alors j'ai commencé merci de me faire parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai commencé à travailler sur les cimetières africains-américains effacés parce que j'avais lu un article de la grande historienne Jill Lepore, mais pas du tout un article universitaire, un article dans le New Yorker, qui est une revue intellectuelle grand public, qui parlait de ces cimetières oubliés qui ressurgissaient dans les villes du sud des États-Unis. Donc, c'est des cimetières qui ont été là, mais il y a finalement pas si longtemps. Hein. C'est des cimetières du temps de l'esclavage ou des cimetières de la ségrégation. Donc, on parle du début du XXe siècle, qui ont été recouverts par des parkings, par des stades, par des piscines, par des écoles, de manière intentionnelle, par les municipalités ou par des promoteurs immobiliers, et qui ressurgissent. Ça veut dire que soit au détour d'une excavation, on trouve des corps, soit il y a des personnes qui vont rechercher cette histoire. J'en profite pour dire que l'histoire du suprémacisme sudiste, on en a parlé à ce micro avec Nicolas Martin-Breteau, j'envoie les gens à l'épisode 431 du podcast, parce que c'est entièrement dans cette logique qui consiste à on a perdu la guerre, on va gagner la paix, la guerre de sécession, l'esclavage est aboli, mais on va quand même faire payer de toutes les manières possibles et imaginables, économiques, sociales, par la violence politique, etc., y compris mémorielle, y compris monumentale, y compris par l'effacement des lieux aux Africains-Américains désormais émancipés. Ouais, les cimetières sont un des seuls biens en fait que possèdent en propre les Africains-Américains après la guerre de sécession, avec les écoles et les églises. C'est des lieux autour desquels ils reconstruisent leur communauté et dans lesquels ils vont pouvoir communier autour de leur histoire, de leur mort, de leur modèle pour la communauté. Donc l'effacement est d'autant plus violent lorsqu'il advient. Donc c'est un effacement physique, mais c'est un effacement aussi mémoriel. Vous l'avez très bien dit, parce que 2-3 générations après l'effacement, la mémoire de ce lieu et de ces lieux est en général complètement oubliée. Et alors, spécificité de l'histoire africaine-américaine, il n'y a quasiment plus de sources pour raconter cette histoire, parce qu'elles ont été détruites ou parce qu'elles n'ont jamais existé. Et donc, l'exemple dont je souhaitais vraiment parler, c'est probablement ce qui est un des plus grands cimetières d'anciens esclavisés aux États-Unis, donc l'ancienne capitale de la Confédération, à Richmond, un État qui a alors 50% de Noirs, 50% de Blancs, en gros. Et ce cimetière, qui s'appelle maintenant Choco Hill African Burying Ground, il a été retrouvé au détour d'une recherche faite par une femme qui est enseignante au Texas, qui est au départ une généalogiste amateur et qui se met en quête en fait de traces de je crois que c'est sa 4e, on dit comme ça en anglais, donc arrière-grand-mère, qui s'appelle Kitty Carey et qui a été mise en esclavage sur la plantation de Morven, qui est pas très loin de Richmond. Et puis, elle trouve un document, une lettre de son ancienne propriétaire qui parle de la mort de Kitty Carey, qui est une femme pleurée. Et à la différence de beaucoup d'autres esclavisés qui sont juste oubliés. Et cette Kitty Carey, elle trouve une description de son enterrement, et grâce à un certain nombre de recherches alors là, pour le coup, elle va voir des historiens professionnels qui travaillent à la Virginia Commonwealth University, et notamment Ryan Smith, que j'avais également invité à ses côtés, et qui lui donne des cartes qui vont permettre en fait de localiser ce cimetière de Choco Hill à côté de 2 autres cimetières qui sont encore là. Un cimetière qu'on va dire blanc par commodité, qui est un cimetière dans lequel en fait toute l'élite post-guerre de sécession de la ville a été enterrée, et un cimetière dit Hebrew, donc un cimetière juif, qui est un cimetière privé. Et donc à côté de ces 2 cimetières qui sont très très bien maintenus aujourd'hui, on trouve un vaste champ laissé à l'abandon, sur lequel il y a aujourd'hui une station-service désaffectée, une bretelle d'autoroute, un aqueduc, des rails de chemin de fer rapide, enfin une énorme
périmètre qui a été livré à l'invasion de la ville et des infrastructures en toute impunité pendant 150 ans. Et donc, Lenora McQueen a au hasard, en fait, dans le cadre de sa quête de son arrière-grand-mère, retrouve ce cimetière et depuis consacre quasiment l'intégralité de sa vie à protéger ce lieu, à le mémorialiser. Et elle le fait en partenariat avec une équipe d'archéologues notamment, et surtout ce Ryan Smith qui travaillait avant sur les cimetières. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est de voir en fait le respect mutuel, l'égalité de cette relation et le fait, alors ça c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois aux États-Unis d'historiens qui disent se mettre au service d'autres personnes. Et pour moi, quelque chose de dit très inattendu. Enfin, j'ai jamais entendu aucun de nos collègues dire ça. Et donc, se mettre au service d'eux, ça veut dire répondre aux questions, à toutes les questions du jour et de la nuit, puisque le fait de faire de l'histoire de manière non professionnelle, ça veut dire le faire souvent après les horaires de bureau, et également de chercher à se faire advocate. Donc, il y a une dimension militante et politique pour protéger des lieux. Et pour protéger des lieux, il faut rédiger un certain nombre de documents administratifs pour obtenir la classification comme landmark, comme monument protégé, et puis obtenir de la ville également une construction de mémoriaux qui racontent l'histoire et qui protègent le lieu. Donc, malheureusement, cette histoire est très loin d'être terminée à Choco Hill. Il y a donc à la fois une dimension protection dans la ville, mais aussi une dimension d'écriture de l'histoire. Et Ryan Smith, il a sa propre production historique dans laquelle il raconte l'histoire. Il essaie de mettre cette histoire de Choco Hill dans une problématique plus large de dépossession à l'encontre des Africains-Américains, de racisme institutionnel, même si lui, je n'emploie pas le terme tel quel, c'est moi qui le fais lorsque j'écris sur les cimetières. Mais en tous les cas, il y a un pendant plus académique, plus historiographique à cette recherche, et en même temps, il envisage des publications à égalité avec Lenora McQueen. Alors justement, peut-être pour terminer, il y a dans le programme du colloque l'expression mode de collaboration non hiérarchique. Et voilà, c'est une des perspectives, je pense, finales, qui est de réfléchir, une fois qu'on a dépassé des malentendus, une fois qu'on a compris qu'il y avait une complémentarité nécessaire, même s'il y a des approches différentes. Une des choses, peut-être qu'on n'a pas le temps de discuter, mais c'est que une des séparations, c'est pas seulement une séparation rémunération, compétences académiques, etc. C'est aussi la question de la généralisation, la montée en généralité. Voilà, les historiens amateurs, souvent, vont avoir un discours sur un lieu, une figure, un personnage, une appropriation personnelle militante du passé, et les professionnels vont avoir à la fois la volonté et la compétence de généraliser pour faire un cours plus général, pour faire une synthèse plus générale. Voilà, c'est aussi une des lignes de tension et une des compétences différentes. Mais du coup, comment, en associant les compétences diverses, on peut imaginer des modes de collaboration non hiérarchique. Est-ce que durant le colloque, il y a des perspectives qui ont été dessinées en ce sens? Oui, ça a été l'objet effectivement de la dernière table ronde. On a écouté avec beaucoup d'intérêt l'archéologue Éloïque Barbel, qui en fait est française, mais qui travaille dans les provinces du Nord au Canada en tant qu'archéologue et qui travaille avec des populations inuites dont qu'elle cherche à investir de leur propre recherche archéologique. Alors, ce sont des tâches difficiles, d'arriver à avoir la même langue, de comprendre quels sont les objets dont on parle, et aussi de décider. En fait, ce qui nous a été dit surtout, c'est se mettre d'accord au départ. On se réunit, alors, suivant les formes qui conviennent au terrain, et on se met d'accord ensemble sur ce que chacun peut apporter et ce que chacun attend de la collaboration pour qu'il y ait déjà des bonnes bases qui accompagnent en fait le travail commun, qu'il n'y ait pas de malentendu. Alors évidemment, c'est le fait de s'asseoir autour d'une table et de poser les choses ne garantit pas que ça se termine bien, mais qu'il y ait au moins une forme de
d'honnêteté et que chacun pose ses attentes. Et ensuite, je pense qu'il y a la question de que fait le professionnel qui a accès à un savoir, à des biens qu'il ne possède pas et dont la personne concernée en face ne veut pas nécessairement de la divulgation. Et ça, c'est quelque chose dont je pense, la fièvre de la science ou l'enthousiasme, quelque chose auquel ça nous prépare mal. Lorsqu'on a entendu Ryan Smith et Lenora, il nous a été dit à plusieurs reprises que Ryan, il y avait beaucoup de choses qu'il avait envie d'écrire et pour lesquelles il se retient, qu'il se retient d'écrire parce que Lenora, elle, veut garder un certain nombre de connaissances ou de documents pour leur recherche à eux. Donc il faut savoir, en tant que scientifique, en tant que personne publiante, se censurer aussi ou s'arrêter et respecter en fait les limites qui nous sont imposées par le terrain. Et imposées par le terrain, surtout imposées par les personnes avec lesquelles on a établi la confiance. Et donc cette confiance, il faut arriver à la perpétuer, à la garder au-delà de la collaboration pour ne pas trahir. On le voit, il y a dans tout ça à la fois un grand élan de curiosité, un grand appel à la modestie aussi, je pense, qui est pas du tout inutile dans nos métiers ultra compétitifs, élitistes, par bien des côtés. Un appel à la modestie, c'est je pense, pas du tout inutile et très, très enrichissant. Merci beaucoup, Pauline Peretz. J'imagine que voilà, il y a peut-être des perspectives de publication, des prolongements. Voilà, on suivra ça avec intérêt, on ne manquera pas de le signaler. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager, qui pourrait être sur ces enjeux éventuellement? Une chose qu'on n'a pas dite, c'est que, évidemment, ce colloque, c'est pas le premier moment où on réfléchit au rapport amateur-professionnel. Il y a eu les History Workshops en Grande-Bretagne, des ateliers historiques en Allemagne, plein d'initiatives depuis assez longtemps. Peut-être, en vous laissant réfléchir, moi je vais citer un entretien qu'on avait fait avec Jean-Yves Mollier sur le canal de Panama, qui montre à quel point, pour le canal de Panama, pour dépasser la geste glorieuse des ingénieurs européens qui ont percé le canal et pour mettre en évidence la main-d'œuvre exploitée, quasiment esclavisé, qui a creusé le canal, c'est des militants locaux, en particulier un militant jamaïcain qui s'appelait George Westerman, qui a fait œuvre d'historien, et donc on est vraiment dans ce paradigme-là d'une histoire qui est née seulement parce que des gens l'ont portée. Donc j'en vois à l'émission, je crois que c'est 401, on avait discuté de ça avec Jean-Yves Mollier. J'ai envie de donner 2 conseils. En fait, depuis le champ d'histoire africaine-américaine, d'abord parler du travail phénoménal que Marie-Jeanne Rossignol et Claire Parfait ont réalisé avec d'autres pour donner à connaître en fait le travail de ces historiens africains amateurs qui étaient quand même des anciens esclavisés et qui se mettent à écrire des histoires de plusieurs milliers de pages des Africains américains. Donc ça s'appelle L'histoire depuis les marges. Et si je ne me trompe pas, c'est accessible en ligne. Et puis, un peu dans la même chronologie, dans le même ordre d'idées, il y a un livre qui est mon livre préféré en histoire africaine-américaine, dont je parle très souvent et que je fais lire à mes étudiants, qui est le livre de Carl Jacobi, l'histoire de William Ellis, l'esclave qui devint millionnaire. Et ce livre, il a été largement écrit à l'aide des descendants de William Ellis. Et Carl Jacobi, qui est donc prof à l'Université de Columbia, avait mis en place un dispositif aussi horizontal et collaboratif que possible avec les descendants d'Ellis, qu'il a l'habitude de faire venir lorsqu'il présente son livre. Et donc, il présente à égalité, à part égale, cette œuvre qui se lit comme un roman, qui est quand même le travail de Carl Jacobi lui-même, mais dont il pense qu'il doit autant aux descendants, donc amateurs, qui là ont joué le rôle d'introducteur sur le terrain. Donc une très belle lecture. Merci beaucoup, Pauline Peretz. Je rappelle que toutes ces références, vous les retrouvez sur le site de l'émission, sur la page YouTube. N'hésitez pas à commenter, à mettre 5 étoiles, tout ce qui aide à la visibilité du podcast pour que davantage de gens puissent écouter ces discussions. Merci et à la prochaine fois. Merci beaucoup, André. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.